tu causes. C'est tout ce que tu sais faire. C'est ce que dit le perroquet de Zazie dans le métro. Le mot cause, le verbe causer, est irritant parce qu'il nous cause un embarras linguistique par la multiplicité de ses sens. Comment je fais là ? Le mot cause, le mot français, vient du latin causa, causam, et le grec aithia a survécu en français dans le mot savant, étiologie. Étiologie, c'est la science des causes. On parlait tout à l'heure de hasard. Je dirais que la causalité, c'est l'inverse du déterminisme. La causalité est pleine de hasard. Heureusement, car la faiblesse des liens causaux permet à nous, médecins, d'interrompre la chaîne, de la faire dévier, c'est-à-dire éventuellement de guérir les gens. Cela dit, j'ai décidé de faire un peu d'histoire des idées en remontant au grec, car depuis la plus grande antiquité grecque, la recherche étiologique a été symbolique de ce qu'est la recherche scientifique. L'historien des sciences Alistair Crombie explique que l'attitude scientifique est née quand les philosophes présocratiques se sont mis à rendre compte des phénomènes qu'ils observaient, non pas par l'action de puissances surnaturelles ou mythiques, mais par des causes naturelles. Autrement dit, le tonnerre, ce n'est pas la colère de Zeus, c'est quelque chose qui se passe dans l'air, un feu qui éclate dans l'air. Ça s'explique par des causes naturelles. C'est ce que dit cette petite citation de Alistair Crombie. Au VIe ou Ve siècle avant Jésus-Christ, déjà, les savants, les philosophes ont entrepris de considérer que le monde est engendré par des processus causaux naturels. Aïe, j'ai dit des processus causaux. Oui, j'insiste là-dessus, et c'est une autre affaire linguistique. On dit un facteur causal, une hypothèse causale. Au pluriel, des hypothèses causales, des facteurs. Il y a une petite mode actuellement pour dire des facteurs causaux. Oh, que c'est laid. J'ai consulté Madame Carrère d'Encausse et toute l'Académie française nous appuie. Nous dirons des facteurs causals. ALS. Je reprends. L'historien Thucydide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, entreprend de raconter en historien la guerre du Péloponnèse. Dans ces 2 premiers chapitres, il parle de cause tout le temps, aitias. Et au début de son livre, il nous dit, en annonçant sa méthode, qu'il va procéder en décrivant les faits avec toute l'exactitude possible, et même si l'absence de merveilleux dans les faits rapportés paraîtra sans doute en diminuer le charme. Il va faire de l'histoire scientifique, c'est-à-dire causale, et il ne fera pas de mythe. Il nous raconte comment la guerre a commencé avec la rupture d'un traité, et pour expliquer cette rupture, alors là, il nous distingue une cause profonde et
des prétextes qu'on a donnés à la dernière minute pour déclencher la guerre. La cause profonde, c'est que la ville d'Athènes avait énervé tout le monde par son impérialisme. Et la ville de Sparte était très inquiète parce qu'elle voyait Athènes s'agrandir, conquérir. Oh là, il fallait l'arrêter. Mais cela n'a pas été dit. Il y a, au moment où la guerre s'est déclenchée, des prétextes qui ont permis de envoyer les troupes. Thucydide, quand il relate la guerre, mentionne le rôle causal qui ont joué la sécheresse, la famine, et, nous dit-il, cette cause majeure de dommages, et en partie au moins d'anéantissement, l'épidémie de peste. C'est le chapitre 2 de son livre. Cette épidémie de peste, il sait d'où elle venait. Les Grecs en ont retracé le chemin. Elle venait d'Éthiopie, elle est passée par l'Égypte et la Libye. Elle s'est introduite à Athènes par le port du Pirée. Continuité de la série causale. Périclès nous fait une description de la maladie, une description horrible. Je vous invite à retourner le lire. Et il explique que la politique qui avait été choisie par Périclès, qui gouvernait Athènes à ce moment-là, cette politique s'est révélée désastreuse lorsque la peste s'est déclarée. La peste a été la cause d'un tournant terrible dans la guerre. Pourquoi ? Ce que Périclès avait décidé, c'était de parier tout sur la supériorité maritime d'Athènes, et il avait rassemblé tous les Athéniens de tout le territoire à l'intérieur des murs de la ville d'Athènes, en attendant que ça se passe. En attendant que ça se passe, c'est bien, et que les bateaux jouent sur la mer, mais lorsque l'épidémie s'est déclenchée, ça a été épouvantable à l'intérieur d'Athènes parce qu'ils étaient tous les uns sur les autres, ils se sont tous passés la peste. On ne sait pas ce que c'est que cette peste, même maintenant, mais n'empêche, elle a décimé la ville. Il nous décrit aussi les deux façons dont les gens sont morts dans Athènes. Certains sont morts au bout de 2-3 jours par la maladie, ils sont morts de la peste. Certains ont résisté à la peste 8 jours, 15 jours, et ils sont morts d'épuisement. Tout ça, c'est des causes. Tout ça, c'est une recherche causale. Alors, maintenant, on essaye de conceptualiser. Platon, 5e, 4e siècle. Platon, dans le Timée, énonce ce qu'on appelle traditionnellement le principe de causalité ou la loi de causalité. Dans notre jargon à nous, il n'y a pas d'effet sans cause. Il écrit, lui, tout ce qui est engendré est nécessairement engendré sous l'effet d'une cause, car sans l'intervention d'une cause, rien ne peut être engendré. Donc, c'est ce qui noue les choses, ce qui relie les choses, la causalité. Aristote, élève de Platon, 4e siècle, dans la physique, nous dit qu'il faut étudier les causes, puisque c'est ça le facteur principal de l'investigation scientifique. Nous ne pensons pas connaître les choses avant d'avoir d'abord saisi le pourquoi de chacune. Non. S'interroger sur la cause, c'est se demander pourquoi. Et c'est là l'attitude scientifique par excellence. Aristote reconnaît la polysémie extrême du mot cause. Et il nous dit les manières de dire le pourquoi sont multiples, ou bien le mot cause se prend en toutes sortes de sens.
Premier sens, on appelle cause la réalité inhérente à une chose dont cette chose est faite. Par exemple, de quoi cette statue est-elle faite? D'airain. C'est ce qu'il appelle la cause matérielle et qui explique pourquoi la statue a certaines propriétés. Donc c'est une façon déjà d'expliquer pourquoi, de dire la réalité, la cause matérielle. Deuxième façon, d'une autre manière, c'est la forme et le modèle, c'est-à-dire la formule de l'être essentiel et les genres de sexy. Par exemple, pour l'octave, c'est le rapport de 2 à 1. On appelle ça la cause formelle. Plus tard, dans le développement des sciences, on aura les lois, les grandes lois scientifiques. Troisième sens, de plus, on appelle cause le principe premier d'où part le changement ou la mise en repos, ce qui déclenche quelque chose. Par exemple, le père est cause de l'enfant. Cause motrice, cause déclenchante. Quatrième sens, on parle aussi de cause comme du but. Par exemple, si on vous demande pourquoi vous allez vous promener, vous répondez pour être en bonne santé. Et c'est ce qui cause le fait que vous allez marcher ou courir. Cause finale. Conclusion temporaire d'Aristote, tel est donc en gros le nombre de manières dont les causes se disent, mais il arrive aussi du fait que les causes se disent de plusieurs manières, qu'il y ait plusieurs causes d'une même chose. C'est normal d'avoir plusieurs causes de la même chose. Aristote le dit au IVe siècle avant Jésus-Christ. J'ai essayé d'appliquer la méthode Aristote à l'épidémie de sida. C'est un peu simpliste, mais voyons. Au début des années 80, dans l'ouest des États-Unis, une maladie court et on se demande pourquoi les gens sont-ils malades? Pourquoi sont-ils malades? Parce qu'ils sont immunodéprimés. C'est un premier niveau d'explication. Ces gens attrapent n'importe quoi, ils ont des furoncles, des pneumonies, c'est la cause matérielle, au sens d'Aristote. Puis, la notion de cette maladie, seconde étape, s'est formée peu à peu comme la notion d'une maladie distincte qu'on nomme. On nomme SIDA ou AIDS, syndrome d'immunodéficience acquise. C'est un cycle qui devient un nom. Et c'est la cause formelle, au sens aristotélicien. On met un nom dessus, on donne une sorte de structure. On le distingue des autres. Mais d'où ça vient? Le sens peut-être le plus courant de cause. D'où cela vient-il? Des homosexuels, des toxicomanes, des haïtiens. On a fait toutes sortes de spéculations sur d'où ça vient. Et tout d'un coup, la réponse d'un virus, un rétrovirus, cause efficiente de la maladie, cause motrice. Et finalement, à quoi mène cette maladie? C'est une maladie grave. Et quand on dit c'est une maladie grave, ça veut dire elle conduit à la mort. Sous l'aspect des causes efficientes, j'essaye maintenant d'analyser la situation dans les termes qui ont été employés depuis 2 siècles pour parler de la causalité. Car depuis 2 siècles, la causalité a été en grande disgrâce. Quand on dit que la cause de cette maladie est un virus, un rétrovirus, on entend que le virus induit, provoque ou entraîne la maladie. Et on a trouvé ça en observant les faits. L'historien des sciences et philosophe des sciences John Stuart Mill distinguait 2 sortes de sciences au XIXe siècle.
les sciences inductives et les sciences déductives. Les sciences déductives déduisent les conséquences scientifiques de grands principes. Les sciences inductives partent du terrain à ras de terre et elles vont en montant vers les généralisations. La recherche causale est une démarche inductive, c'est-à-dire qu'à partir d'observations particulières, elle s'efforce peu à peu de généraliser sous la forme A est toujours suivi de B, d'où l'hypothèse que A entraîne B. Encore faut-il prouver que ça l'entraîne, c'est-à-dire être suivi de, ça n'est pas encore tout à fait ça entraîne, mais on essaye de le prouver. Ces sciences qui procèdent ainsi de bas en haut, des faits jusqu'à des relations entre les faits qu'on généralise et qu'on essaye de qualifier de causales, ces sciences dites inductives ont été marginalisées lorsque, dans le courant du XIXe siècle, le modèle scientifique préféré a été, avec le renouveau de la logique, vers les sciences déductives. Les sciences dont le modèle est déductif, elles partent de grands axiomes généraux, de principes généraux, et elles en déduisent logiquement des théorèmes. Et cette disgrâce a été telle que Bertrand Russell, en 1912, dans un article dont j'ai la référence ici, Russell propose que le mot cause soit éliminé du vocabulaire scientifique et philosophique, éliminé complètement. Il a trop de sens différents, il nous embarrasse. Bon. Et il propose de remplacer la relation causale par une relation de loi, remplacer les causes par les lois. Cependant, à peu près en même temps que John Stuart Mill, un autre historien des sciences et philosophe des sciences, William Whewell, tout se passait en Angleterre, distingue un genre de sciences. Il y a quand même un îlot de sciences qu'il appelle les sciences palétiologiques. Par exemple, la préhistoire, la philologie, la géologie. Ce sont des sciences dont, évidemment, l'objet est de remonter dans le temps et de reconstituer la façon dont l'état présent des choses dérive de l'état ancien. Ces sciences-là sont des sciences causales, des sciences qui s'efforcent d'établir des liens causaux entre l'état de la Terre il y a 3000 ans et l'état de la Terre maintenant. Cette tendance de la philosophie des sciences, qui était très marginalisée il y a 150 ans, depuis la fin du second siècle, s'est retournée. Et on trouve maintenant dans la publication scientifique un très grand nombre de séries causales, de séquences causales, de cycles, de cascades, de chaînes, de scénarios, ainsi que dans les diagrammes des flèches qui prêtent à confusion parce que ces flèches, on les utilise tantôt pour signifier un lien logique et tantôt pour signifier un lien causal. Or, je vous le signale, le lien logique et le lien causal ne sont pas le même. Alors, je vais maintenant très rapidement, il y a encore 5 minutes, 3 minutes, 3 points. Dire quelque chose de l'enquête étiologique qui nous manifeste le premier présupposé de la recherche causale, qui est que tout n'est pas lié à tout. L'enquête causale a un côté détective et il faut identifier les voies par lesquelles l'influence passe, reconstruire la chaîne des événements, imaginer des scénarios et les variantes de ces scénarios. L'exemple que je donne est emprunté à Semmelweis, qui essayait d'expliquer pourquoi il y avait une telle mortalité
chez les petits-enfants à la naissance, hein, alors que quand l'enfant était né dans la rue, il y avait moins de chances qu'il en meure. Hein. Il avait fait le rapprochement entre le fait que les étudiants qui passaient dans la salle d'accouchement venaient de la salle dans laquelle ils avaient pratiqué des autopsies, mais il n'avait pas vraiment compris comment ça se passait, car il y avait tout de même des enfants qui y échappaient. Et son hypothèse ici, c'est que, puisque il y a des enfants qui en réchappent, quand leur mère elle-même n'est pas atteinte, c'est que l'enfant est atteint quand il est encore en rapport par le cordon avec sa mère et qui reçoit du sang de sa mère et que la mère, elle, a été atteinte. Je passe vite. Deuxième point, l'ordre causal n'est pas logique. Ça, à mes yeux, c'est très important. L'ordre causal est factuel et non logique. C'est ce qu'on appelle le second présupposé de la recherche causale. L'effet ne précède pas la cause. After cannot cause before, c'est classique ça. Quand on cherche à établir un lien causal, il y a une chose qui est une démarche logique, c'est que la chronologie permet d'écarter les hypothèses absurdes. Si ce qu'on croit être la cause s'est produit après ce qu'on appelle l'effet, on peut éliminer cette hypothèse causale. Par contre, le lien causal n'étant ni réversible, il y en a qui sont réversibles, mais pas toujours, hein, ni transitif, il y en a qui sont transitifs, mais pas toujours, hein. Il faut distinguer entre ce qui est une dérivation causale entre les événements et une dérivation logique qui est en fait une dérivation dans le langage, c'est-à-dire un lien entre des propositions du langage. Les propositions du langage sont à distinguer des événements réels qui se passent. La causalité, c'est un lien entre des choses qui se passent. La cause explique l'effet, non parce qu'elle implique l'effet logiquement, mais parce qu'elle contribue à produire l'effet réellement. Alors là, je vous donne une petite citation de Lewis, je passe. Troisième et dernier point. Une fois qu'on a établi un lien causal, constatant que ce lien causal n'est pas absolument, ça ne se passe pas toujours comme ça, il y a des exceptions. Les liens causaux, c'est très divers, fluctuant. On cherche alors à essayer à étayer une hypothèse causale en allant voir entre la cause et l'effet le mécanisme qui fait passer de la cause à l'effet. Et on se dit qu'en ajoutant un morceau de recherche scientifique sur le mécanisme qui va de A à B, on va être plus savant et renforcer l'idée que l'hypothèse causale est une véritable hypothèse causale. En réalité, on augmente le doute, car en ajoutant un mécanisme, on ajoute quelque chose de causal qui peut être un peu fluctuant. Et si guérir une maladie chez quelqu'un, c'est intervenir dans la chaîne causale à un moment donné pour la briser ou pour la faire dévier autrement, c'est justement qu'il y a dans les chaînes causales cette fragilité. S'il n'y avait aucune fragilité, s'il y avait déterminisme complet entre les causes et les effets, on n'aurait rien à faire. On ne pourrait pas. Alors, je vous ai donné deux petites citations ici. Une de Dole et Peters sur les... Alors, on a accusé le tabac de causer le cancer du poumon. Tout le monde ne meurt pas
même en ayant fumé toute sa vie, il y a des fumeurs qui ne meurent pas d'autre chose. Hein. Donc, est-ce que c'est vraiment un lien causal? Mais oui, justement, c'est un lien causal. Hein. C'est un lien causal parce qu'il comporte une incertitude, hein, et que néanmoins on est sûr que quand l'effet se produit, il y a l'action de la cause. De même, je vous donne une petite citation de Wesley Salmon qui nous dit que les processus causaux sont distingués des pseudo-processus causaux dans leur aptitude à transmettre des marques. Alors, monsieur Wesley Salmon, que j'ai connu, un monsieur qui a beaucoup travaillé sur la causalité, qui s'est arraché les cheveux sur la causalité, et qui a dû se rendre compte que, par exemple, les gens qui ont travaillé, vous savez, qui ont attrapé un cancer de la plèvre, alors qu'ils ont été en contact avec, je ne sais pas quoi, 30 ans avant, 20 ans avant, hein, il n'y a rien entre prouver la causalité de ça, hein, quand il n'y a rien entre. Alors, il dit ce qu'il peut y avoir entre, c'est une marque. Par exemple, le fait que les petits filaments étaient restés dans la plèvre. Hein. Bon, ce n'est pas qu'il y ait toujours une marque, mais qu'on puisse, que ça soit possible qu'il y ait des marques. Hein. C'est-à-dire une trace de la continuité, car ce qui fait la causalité, c'est la continuité. Voilà, je vous remercie.